Savez-vous qu'au Pérou, dans la province d'Ica, des milliers de pierres gravées ont été retrouvées et dateraient de 100 à 60 000 ans avant notre ère? Le problème, c'est que sur ces représentations, on peut y voir des opérations chirurgicales, des hommes combattant des dinosaures, des images que je ne peux pas montrer ici, ou des technologies qui ne seront inventées que des milliers d'années plus tard. Et si je vous disais que tout ça n'est qu'une grosse arnaque et que je peux le prouver? Bonjour à tous, c'est Nero, bienvenue sur la chaîne Le Truc qui cloche, c'est parti pour la vidéo. Bon, je ne vais pas encore me faire beaucoup d'amis dans cette vidéo, mais pour vous expliquer, il va falloir vous raconter rapidement l'histoire des pierres. L'histoire des pierres commença en 1613. Un chroniqueur indigène du nom de Juan de Santa Cruz Pachacuti a fait mention de pierres gravées dans la région d'Ica dans son ouvrage. Des fouilles ont été effectuées à la fin du 19e siècle et du début du 20e, mais aucune pierre gravée n'a été trouvée. Mais au même moment, des pilleurs de tombes se mettent à vendre des pierres gravées dans les environs des sites. En 1961, la rivière Ica déborde et fait apparaître plusieurs vestiges archéologiques. En août 1966, un architecte du nom de Santiago Agurto Calvo trouve enfin une pierre gravée dans le secteur de Tomalos. Il la rapporte au musée régional d'Ica et cette pierre correspondrait à la culture Tiwanaku. Agurto continue ses recherches avec l'archéologue Alejandro Pérez Azerto et trouve une autre pierre en septembre 1966 dans un cimetière du district d'Ocucaré. C'est la première pierre gravée incontestable, elle appartient à la culture Paracas. Et voici cette pierre. C'est une petite pierre de 7 cm sur 6 cm, le dessin qui s'y trouve représenterait une fleur à 8 pétales. Alejandro Pérez a continué ses recherches et il a trouvé d'autres pierres. En 1968, il a sorti un livre, Ica et le Pérou précolombien, tome 1. On y voit la description de plusieurs sites, et ainsi que des schémas de pierres gravées. Toutes ces pierres sont authentiques. Vient alors dans notre histoire un certain Javier Cabrera d'Arquer. Cette personne prétend avoir reçu en cadeau d'anniversaire par un ami une pierre gravée avec un étrange poisson qui serait éteint depuis des millions d'années. Dans les années 50, deux collectionneurs, Carlos et Pablo Soldi, n'avaient pas réussi à vendre des pierres gravées à des archéologues. Ils se sont donc tournés vers Javier Cabrera. Les Soldi lui auraient vendu 341 pierres. Seulement Cabrera n'avait pas que les frères Soldi pour acheter des pierres et augmenter sa collection. Cabrera a déclaré qu'il achetait aussi des pierres à Basilio Ushuaia Mendoza, un paysan de la région d'Ica. Il aurait ainsi pu se faire une collection de plus de 15 000 pierres. Seulement sur ces pierres, on trouve de nombreux anachronismes, comme par exemple des hommes combattant des dinosaures, des opérations chirurgicales, des cartes du monde avec des continents inconnus, ou des technologies qui étaient impossibles pour l'époque, comme des télescopes par exemple. Évidemment, ces informations ont fait beaucoup de bruit dans le monde scientifique, car elles remettaient en question tout ce qu'on pensait savoir sur notre histoire. Il y a eu des analyses faites pour déterminer l'âge des pierres, des documentaires, des livres, etc. Mais on en reparlera plus tard dans cette vidéo. La théorie scientifique dit que ce sont des fausses et que ce serait Basilio Ushuaia qui aurait gravé tout seul plus de 15 000 pierres. Comment un paysan qui, sans connaissance médicale, sans connaissance astronomique et sans connaissance de la paléontologie, aurait-il pu graver ces pierres? Javier Cabrera, quant à lui, a ouvert un musée avec l'ensemble de sa collection de pierres et a écrit un livre pour expliquer comment il était possible que ces pierres existent. Pour vous expliquer rapidement le livre, une civilisation extraterrestre serait arrivée sur Terre il y a des millions d'années, aurait vécu en même temps que les dinosaures et aurait créé l'homme génétiquement. Et ces pierres seraient la preuve de tout ce qu'il raconte. Maintenant, avant de vous expliquer pourquoi ces pierres sont fausses et que c'est une énorme arnaque, on va commencer par analyser certaines de ces pierres. Je tiens à préciser que toutes les images que j'ai trouvées sont réelles, que je n'ai absolument pas modifié les images et que je les ai trouvées sur des sites qui font même la promotion de la théorie de cette ancienne civilisation extraterrestre. Nous savons qu'il y a plusieurs motifs récurrents sur les pierres. Il y a les pierres avec les technologies avancées, surtout en médecine et en astronomie, les pierres où sont expliqués les procédés chirurgicaux, il y a les pierres avec des hommes et des dinosaures, certaines avec des représentations de géoglyphes de Nazca par exemple, et il y a les cartes du monde telles qu'il était à l'époque où les pierres auraient été gravées. On va commencer avec la fameuse technologie et surtout avec ces pierres qui représenteraient des hommes en train d'observer des étoiles avec un télescope. Pour bien vous faire comprendre, il faut que je vous montre avant comment les autres civilisations dans ce monde ont représenté leur observation du ciel, des étoiles et ce qui a été trouvé grâce à des recherches archéologiques. Voici une horloge stellaire égyptienne trouvée sur la tombe de Ramsès VI. Voici une tablette mésopotamienne représentant un planisphère céleste indiquant la position des constellations. Voici la carte de Dunhuang, c'est l'une des premières représentations graphiques connues des étoiles de l'astronomie chinoise antique. Voici le disque de Nebra, c'est une représentation du ciel, il date de l'âge de bronze et a environ 3600 ans. Je vous les mets tous ensemble, observez-les bien quelques secondes, et maintenant voici la représentation stellaire de cette soi-disant civilisation. Y a rien qui vous choque? Vous ne trouvez pas? Même en ayant vu les autres représentations de véritables civilisations? Premièrement, c'est quoi ces étoiles?
Sérieusement, une étoile à 5 branches, avec des petits rayons de lumière? Si je comprends bien, ils ont reproduit ce qu'ils ont vu au télescope. Donc voilà à quoi ressemble une étoile au télescope. C'est n'importe quoi. Voilà les images que vous avez avec un télescope avec différents diamètres. Voyez-vous quelque part une étoile qui a 5 branches? Il n'y a rien dans l'univers qui ressemble à une étoile à 5 branches, et encore moins 4 branches. Et ici, il y en a même 6. Plus je regarde ces images représentant le ciel, plus j'ai l'impression qu'elles ont été faites par un enfant. Et sans parler de ce soleil, oui, ils ont fait des yeux et une bouche au soleil. Et en plus, ce sont des éléments qui ont ni queue ni tête. Les astronomes dans le monde entier ont toujours fait la même chose, regrouper les étoiles en constellations. Ça s'appelle un astérisme. Je peux vous assurer que ceux qui ont gravé ces soi-disant cartes du ciel n'ont jamais regardé dans un télescope de leur vie. On s'attaque maintenant aux opérations chirurgicales. La pierre la plus connue est celle de l'opération cardiaque ou de la transplantation cardiaque, en fonction. Voici la photo. Je vous laisse la regarder quelques secondes et après on en reparle. Sur cette pierre, on peut voir 3 personnes, une personne allongée et 2 personnes qui pratiquent l'opération. Vous n'imaginez même pas le nombre d'erreurs qu'il y a sur cette image. Les gens se focalisent directement sur le cœur, comme quoi il est parfaitement représenté. Effectivement, c'est une représentation plutôt fidèle d'un cœur. Seulement, il y a un problème. Les traits que vous voyez ici n'existent pas sur le cœur. Mais j'ai tellement déjà vu ces fameux traits que je sais d'où ils proviennent. Voici les schémas du cœur qu'on retrouve dans les livres de médecine. On retrouve les mêmes traits pour accentuer les parties du cœur. Sur un croquis en dessin, ces traits ne servent pas à représenter l'image, mais à lui donner du relief. Je suis sûr et certain que ce cœur a été gravé à partir d'un schéma d'un livre de médecine. Sans compter les incohérences du reste de la gravure. Admettons que cette civilisation ait pu pratiquer des autopsies ou des transplantations. Si vous ne connaissez pas un minimum l'anatomie, voici le schéma d'un torse et voici une coupe de cœur et de poumons. Voici maintenant la gravure. Pas de poumons, pas de côte, mais une représentation du système digestif. Les poumons sont à côté du cœur et sont dans la cage thoracique. Si tu fais une opération cardiaque, tu es obligé de les voir. Le cœur et les poumons font partie du système circulatoire. On se retrouve avec une image d'opération à cœur ouvert, sans les poumons, sans les côtes et avec le système digestif qui n'a rien à voir avec le cœur. Cette gravure, c'est comme si Léonard de Vinci avait peint la Joconde comme ça. On regarde vite les autres pierres. Voici une autre pierre. C'est une transfusion sanguine. Apparemment avec le même problème. Pas de poumons, mais encore le système digestif. Aucun rapport avec le sang. Les personnes qui ont gravé ces pierres n'ont jamais vu d'opération, ni même de connaissances basiques en anatomie. Maintenant, autour des dinosaures. On va aller plus vite car ces gravures commencent à m'énerver. Sur ces gravures, on voit différentes sortes de dinosaures. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas vécu à la même époque. Le stégosaure a vécu pendant le Jurassique supérieur il y a 150 millions d'années. Le Triceratops a vécu au Crétacé il y a 66 millions d'années. Il y a 90 millions d'années qui les séparent. Alors comment peuvent-ils se retrouver en même temps sur une pierre? Allez, pour s'amuser, on va regarder d'autres gravures de dinosaures. Je ne savais pas que les hommes se battaient contre des sauropodes. D'ailleurs, un sauropode, c'est un herbivore. Alors pourquoi ils sont en train de manger des humains? Je ne savais pas non plus que les tyrannosaures attrapaient leurs proies avec leurs bras atrophiés pour les manger. Et je ne savais pas que les dinosaures étaient capables de porter des humains. Alors maintenant qu'on a bien vu ce grand n'importe quoi, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je suis tombé pendant mes recherches sur des gravures de dinosaures qui m'ont laissé... Ils m'ont laissé sans voix, entre hilarité et incompréhension. Voici ces gravures. On peut voir des césariennes sur des dinosaures. Je vais laisser quelques secondes aux personnes qui n'auraient pas compris ce que je viens de dire. Césarienne, dinosaure. Si vous n'avez toujours pas compris où je veux en venir, un dinosaure, c'est un reptile. Un reptile, ça pond des œufs. Comment est-il possible qu'une civilisation qui aurait vécu avec les dinosaures ait gravé des césariennes sur des animaux qui pondent des œufs? C'est du foutage de gueule. Allez, je me calme un peu et on passe à la suite. Il y a d'autres pierres où l'on peut voir des géoglyphes de Nazca. Et d'après Javier Cabrera, il aurait compris qu'il y aurait un lien entre les pierres et les lignes de Nazca. On va prendre le singe. C'est un des géoglyphes les plus connus. Pour quelqu'un qui ne connaît pas bien les lignes de Nazca, on pourrait s'imaginer qu'elles sont identiques. Mais il faut savoir que ce singe a une particularité physique. Je vous mets les images et je vous laisse chercher quelques secondes. Félicitations à ceux qui ont trouvé, ce singe a 5 doigts à la main gauche et 4 à la main droite. Maintenant, regardons les gravures. Sur cette gravure, il y a bien 4 doigts, mais à la main gauche, et 5 doigts à la main droite. La personne qui a gravé ces pierres s'est trompée de main. Et sur une autre pierre aussi avec le singe, là, il y a 10 doigts. La personne qui a gravé cette pierre ne s'est pas rendu compte qu'il manquait un doigt au singe sur l'une de sa main. On se retrouve avec 2 gravures censées représenter les lignes de Nazca, mais elles ont toutes les deux 2 erreurs.
Au sujet des cartes des continents, ça ne ressemble à aucun moment de quelque façon à la Pangée, ou à la dérive des continents. Je vous laisse regarder, je vous laisse faire une pause, je vous laisse compter les continents. On vient d'analyser les pierres et on se retrouve avec plusieurs problèmes. Cette civilisation a gravé des hommes avec des télescopes, mais ont fait des étoiles qui ne ressemblent pas à des étoiles. Cette civilisation a gravé des techniques médicales, mais a fait des erreurs d'anatomie. Cette civilisation a gravé des dinosaures, mais a fait une erreur de 90 millions d'années entre différentes espèces, a gravé des herbivores en train de manger de la viande, et a gravé des césariennes sur un animal qui pond des œufs. Cette civilisation fait des erreurs sur la reproduction des géoglyphes. Cette civilisation fait des erreurs sur les cartes qu'elle crée. Et est-ce que je vous ai parlé des démons qui volent sur des oiseaux avec un trident dans la main? Je vous ai parlé aussi des sirènes, et on en parle des licornes. D'ailleurs, j'ai encore caché une petite information. Javier Cabrera d'Arquea, celui qui a fait la collection de ces pierres, il était médecin. C'est déjà étonnant qu'un médecin trouve des pierres gravées sur des techniques médicales, mais c'est encore plus étonnant que ce même médecin ne se rende pas compte des anomalies anatomiques de ces gravures. Soit c'est un très mauvais médecin, soit il sait que c'est une arnaque. Toute cette histoire n'est qu'une vaste arnaque. Et le problème, c'est que certaines personnes y croient encore. Un des arguments principaux des partisans de cette théorie, c'est que Basilio n'était pas assez cultivé, il n'avait pas les connaissances pour graver des pratiques de médecine ou des animaux préhistoriques, car ce n'était qu'un pauvre paysan. Et comment aurais-tu pu faire plus de 40 000 pierres tout seul? À ça, je vais répondre très simplement. Basilio a avoué que c'était lui qui avait gravé les pierres, mais qu'il ne l'avait pas fait tout seul. Le docteur Javier Cabrera a collectionné les pierres pendant plus de 30 ans. La plupart des pierres sont petites et tiennent dans la main. Même si certaines sont plus grosses, elles sont minoritaires. 40 000 pierres en 30 ans, ça fait 1300 pierres par an, ce qui fait 4 pierres par jour, ce qui est largement faisable à deux. Par exemple, sur cette vidéo, on peut voir Basilio Ushuaia en train de graver une pierre devant les caméras. Il utilise un forêt de dentiste pour graver la pierre et l'ensuite fait cuire dans un four. Et sur le fait qu'il ne puisse pas avoir des connaissances sur ce qu'il gravait, voici une photo de lui avec des images qui lui servaient à faire ces fameuses pierres. On a aussi appris qu'il n'était pas le seul à graver ces pierres. Plusieurs paysans du coin ont avoué en avoir gravé et vendu au docteur Javier Cabrera. En 1998, un chercheur espagnol qui s'appelle Vicente París a dévoilé après 4 ans d'enquête les preuves qui prouvaient que ces pierres étaient fausses. Il a fait des micro-photographies des gravures et a trouvé des traces rouges qui correspondaient à des crayons actuels. Et si vous ne me croyez toujours pas, voici les photos de Basilio Ushuaia et de sa femme dans les années 2010. Ils sont toujours en train de fabriquer des pierres d'Ica pour les vendre. Et sur cette série de photos, on peut aussi voir le trait de crayon rouge qui lui permet de graver les pierres. Maintenant que vous savez tout ça, on va pouvoir passer à la conclusion. Est-ce que toutes les pierres d'Ica sont fausses? Non. Les premières pierres découvertes par Santiago Agurto Calvo et Alejandro Pezzo Azarto sont vraies. Elles ont été découvertes sur des vrais sites archéologiques et sont exposées dans un musée. Devant la découverte des pierres dans les années 60, certains paysans ont décidé de faire des fausses pierres pour gagner un peu d'argent et les vendre aux archéologues. Tout a basculé avec la rencontre entre le docteur Javier Cabrera et Basilio Ushuaia. Il y a deux hypothèses. Soit le docteur Javier Cabrera s'est fait avoir par les paysans qui lui ont menti sur les découvertes des pierres, et par passion, il en est devenu le plus grand collectionneur, soit il faisait partie de cette fraude archéologique. Il est étonnant qu'un médecin n'ait pas été capable de percevoir les anomalies anatomiques sur certaines pierres. Il se peut aussi que ce soit le docteur Javier Cabrera qui a fourni les images à Basilio ou à d'autres paysans pour qu'ils gravent les pierres. Le docteur Javier Cabrera était une personne avec assez de connaissances et Basilio était un bon artisan. Avec l'aide de sa femme, ils ont pu facilement confectionner plus de 40 000 pierres en 30 ans. Comme il est impossible de dater la date des pierres archéologiquement, il aurait suffi d'enterrer ces pierres dans certains endroits pour faire croire qu'ils avaient été gravés il y a des millions d'années. Ça n'aurait pas été la première fois qu'une arnaque de ce genre aurait été créée. La chaîne YouTube de Thomas Laurent l'explique d'ailleurs très bien dans sa vidéo de la pire fraude archéologique. Il explique qu'un archéologue japonais a déposé sur un site qu'il devait fouiller le jour même des objets, faisant croire ainsi une présence humaine au Japon vieille de 500 000 ans. Quoi qu'il en soit, les fausses pierres d'Ica ont rendu célèbre le docteur Javier Cabrera dans le monde entier et ont contribué au mythe de cette arnaque à l'échelle mondiale. Et au Pérou, encore maintenant, on peut trouver énormément de pierres que les touristes peuvent acheter en souvenir. Malheureusement, certaines personnes n'arrivent pas à admettre qu'elles ont pu être trompées ou continuent de clamer haut et fort que ces pierres sont réelles, avec des soi-disant preuves qu'on peut facilement contredire. Mais face à ce genre de personnes, il n'y a qu'une chose à dire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Et attendez avant de partir, laissez-moi finir avant de changer de vidéo s'il vous plaît. Et j'ai besoin de vous pour avoir quelques petites informations. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire sur le sujet et sur le format, ce qui me permettrait d'améliorer les prochaines vidéos. Si vous avez envie de débattre sur ce que j'ai expliqué dans la vidéo, que vous avez des thèmes pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à m'exposer vos idées dans les commentaires car ça fait pour ça.
En ce qui concerne le référencement sur YouTube, le like, la durée de visionnage et les partages sont vraiment importants. Donc je vous invite fortement à aimer cette vidéo. Maintenant, il va falloir aussi vous abonner. Mais la chose importante, c'est d'activer la cloche de notification, car sans ça, vous ne saurez pas à quel moment je publierai mes vidéos, et vous risqueriez de passer à côté des prochaines sorties. Je vous laisse maintenant vaquer à vos occupations sur internet, n'oubliez pas de garder un esprit critique. C'était Nero, fin de transmission.